Qu'est-ce que c'est que ce dossier? Sa voix a traversé le couloir comme une lame froide. Je me souviens très précisément de ce moment, de l'heure, de la lumière pâle qui entrait par la fenêtre, de cette sensation étrange, presque irréelle, quand on comprend que quelque chose d'irréversible vient de se produire. Ma belle-fille se tenait dans le salon, debout, rigide. Dans ses mains, il y avait cette chemise cartonnée, beige. La mienne. Celle que je n'ouvrais jamais devant personne. Celle que je rangeais toujours au fond du tiroir, sous des papiers sans importance. Celle que personne, absolument personne, n'était censé toucher. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon cœur ne battait pas plus vite. Il s'est, au contraire, figé. Comme si mon corps avait compris avant moi que la frontière venait d'être franchie. Elle ne m'a pas regardé. Elle feuilletait déjà. Trop vite. Trop familièrement. Comme on fouille un sac qui ne vous appartient pas, persuadé d'y trouver une preuve. Tu aurais dû me dire que tu gardais ce genre de choses, a Ataël ajouté, avec ce ton faussement calme qui précède toujours les accusations. Ce genre de choses. Mais je n'avais même pas besoin de demander ce qu'elle avait lu. Je me suis approchée lentement. Chaque pas me semblait étrangement lourd, mais je gardais le dos droit. Je savais, à cet instant précis, que la moindre émotion visible serait interprétée contre moi. Depuis longtemps déjà, ma belle-fille confondait curiosité et autorité, inquiétude et contrôle. « Tu as fouillé mes papiers ?» ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Ils étaient là, dans le tiroir. On vit sous le même toit. Cette phrase m'a frappé plus fort que la violation elle-même. On vit sous le même toit. Comme si cela autorisait tout. Comme si partager un espace donnait le droit de disséquer une vie. Mon fils est arrivé quelques secondes plus tard. Alerté par le ton. Il a regardé la chemise, puis moi, puis elle. Il n'a rien dit. Ce silence-là, je le connaissais trop bien. C'était celui qui choisit déjà un camp sans avoir à le dire. Explique à lui, a hâté à elle, insisté en me tendant les feuilles, parce que là, franchement, ça pose question. Ça pose question. Mon existence, mes décisions, ma prévoyance, tout devenait soudain suspect. J'ai pris la chemise des mains de ma belle-fille, doucement, sans la brusquer, sans lui arracher. Je l'ai refermée. Ce simple geste a semblé l'irriter davantage que n'importe quelle protestation. Ce sont mes papiers, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Et tu n'avais pas à les ouvrir? Elle a souri. Un sourire, bref, presque condescendant. On voulait juste s'assurer que tout allait bien. Cette phrase, je l'avais déjà entendue, sous d'autres formes. C'est pour ton bien. On s'inquiète. À ton âge, on ne sait jamais. Elle servait toujours à la même chose. Légitimer l'intrusion. Je me suis assise, parce que je savais que si je restais debout, il s'attendrait à une justification, une défense, une explication interminable. Assise, je pouvais garder la maîtrise du temps. Mon fils a enfin parlé. Maman, tu comprends qu'on se pose des questions. Des questions. Sur quoi? Sur ma lucidité? Sur mes choix? Sur ma capacité à décider sans eux? J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas une colère, pas encore, mais cette certitude froide que le regard posé sur moi avait changé depuis longtemps, que cette fouille n'était pas un accident, mais l'aboutissement logique d'un soupçon installé goutte après goutte. Ma belle-fille s'est penchée vers moi. Tu sais, à partir d'un certain âge. Je l'ai interrompue. Calmement. Ne termine pas cette phrase. Le silence est tombé. Épais. Inconfortable. Je savais désormais que ce dossier, qu'elle croyait compromettant, n'était pas celui qui allait me fragiliser. C'était celui qui allait tout révéler. Pas aujourd'hui. Pas tout de suite. Mais le mouvement était lancé. Elle avait fouillé mes papiers. Mais elle pensait avoir trouvé une faille. Elle venait, sans le savoir, d'ouvrir le mauvais dossier. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai cessé d'espérer qu'on me respecte spontanément. J'ai compris que désormais, il allait falloir me protéger, en silence, avant que mes papiers ne deviennent suspects, avant que mes décisions ne soient disséquées, avant que l'on confonde l'âge avec une faiblesse. Il y a eu une vie entière, la mienne. Je n'ai pas toujours été cette femme que l'on observe avec précaution, comme si chaque geste devait être validé. J'ai été jeune, j'ai été forte, j'ai été celle sur qui on comptait sans jamais douter. Mais ces périodes-là,
s'efface vite dans la mémoire des autres. On ne retient que ce que l'on veut bien voir. Quand mon mari est mort, j'ai appris une chose essentielle. La solitude n'est pas toujours un vide. Elle peut aussi être une structure. J'ai dû tout reprendre en main. Les comptes, les décisions, les silences aussi. Je n'avais pas le luxe de m'effondrer. Mon fils était encore jeune. Je me devais d'être solide, fiable, constante. Je l'ai été. J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai appris à lire les petits caractères, à ne pas signer sans comprendre. J'ai appris à anticiper, parce que personne ne le ferait à ma place. À l'époque, on me trouvait prudente. Responsable. Aujourd'hui, on appelle cela de la méfiance. La différence est subtile, mais elle dit tout. Quand mon fils s'est marié, j'ai accueilli sa compagne avec bienveillance. J'ai fait attention à ne pas m'imposer, à rester discrète. Je ne voulais pas être la belle amère envahissante. J'ai toujours cru que le respect passait par la retenue. J'ai laissé de l'espace. Beaucoup d'espace. Peut-être trop. Au début, elle me consultait. Puis, peu à peu, elle a commencé à décider. D'abord sur des détails. Les repas, les horaires, les habitudes. Des choses anodines, en apparence. Je me disais que c'était normal, que c'était leur foyer désormais. Je me suis effacée doucement, persuadée que l'amour suffisait à maintenir l'équilibre. Je n'ai pas vu, ou je n'ai pas voulu voir, le moment exact où la bienveillance s'est transformée en contrôle discret, où mes choix sont devenus des curiosités, où mes papiers ont commencé à susciter un intérêt inhabituel. Je me souviens pourtant de certains regards, de certaines questions, posées sur le ton de la plaisanterie. « Mais tu gardes encore tout ça? Tu n'as pas peur d'oublier ?» Je riais, pour rassurer, pour ne pas créer de tension. Je pensais encore qu'on me parlait par inquiétude, pas par soupçon. Avec le temps, j'ai compris que l'on ne soupçonne jamais quelqu'un brutalement. On commence par observer, puis on vérifie, et un jour, on se permet. Ce dossier qu'elle a ouvert, je ne l'ai pas constitué par défiance envers eux. Je l'ai constitué par fidélité à moi à même. Parce que je savais, depuis longtemps déjà, que le jour viendrait où ma parole ne suffirait plus, où l'on demanderait des preuves, des traces, des signatures. Je n'ai jamais voulu priver mon fils de quoi que ce soit. J'ai voulu éviter qu'un jour, quelqu'un décide pour moi sous prétexte que c'est plus simple ainsi. J'ai voulu rester sujet, pas objet. Avant cette fouille, je croyais encore que cette vigilance resterait théorique. Ah, une simple précaution. Je ne pensais pas qu'elle deviendrait nécessaire. Je ne pensais pas qu'on oserait franchir cette limite. Mais avec le recul, je comprends que ce moment n'est pas tombé du ciel. Il était la conséquence logique de petits glissements répétés, jamais contestés. Je repense souvent à cette femme que j'étais, plus jeune, penchée sur la table de la cuisine, à classer des papiers pendant que mon fils dormait. Je me dis que je n'ai rien fait d'excessif. Ah bah, j'ai simplement fait ce que font celles qui savent qu'un jour, leur parole sera mise en doute. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que cette précaution serait interprétée comme une faute. Non, que l'on confondrait organisation et secret, préparation et culpabilité. Mais ce jour-là, en voyant ma belle-fille tenir cette chemise entre ses mains, j'ai compris une chose essentielle. Ce passé que j'avais bâti avec rigueur n'allait plus rester en arrière. Appelant, il revenait. Non pas pour me fragiliser, mais pour rappeler qui j'avais toujours été. Et ce rappel allait déranger bien plus que je ne l'imaginais. Je n'ai pas compris tout de suite que l'humiliation pouvait être si discrète. Elle n'arrive pas toujours avec des cris. Parfois, elle s'installe dans des phrases anodines, des regards appuyés, des gestes faits à votre place. Puis, après l'épisode du dossier, quelque chose s'est déplacé dans l'air. On ne me parlait plus tout à fait de la même manière. Les mots étaient polis, mais leur intention avait changé. Ils étaient devenus des tests. Alors, tu as bien pris tes clés? Tu te rappelles où tu as rangé ça? Laisse. Je vais m'en occuper. Ce sera plus simple. Au début, je répondais calmement. Je souriais. Je voulais croire qu'il s'agissait d'attention, pas de contrôle. Mais très vite, j'ai senti que ces questions n'étaient plus des marques de sollicitude. Elles servaient à dresser un portrait, à accumuler des indices, à confirmer une hypothèse.
Ma belle-fille avait commencé à raconter de petites anecdotes devant mon fils. Tu sais, l'autre jour, ta mère cherchait ses papiers pendant un moment. Elle confond parfois les dates. Ces phrases étaient toujours dites avec un demi à sourire, presque tendre. Comme si elle voulait se montrer bienveillante, tout, en installant un doute. Je n'étais jamais directement accusée. On me décrivait. Hier, je me suis rendu compte que je devenais un sujet de conversation. Pas une personne, mais un cas. Et ce glissement-là est l'un des plus violents. Parce qu'il vous enlève la possibilité de répondre. On parle sur vous, jamais avec vous. Un jour, je les ai surpris en train de discuter à voix basse dans la cuisine. Donc, quand je suis entrée, ils se sont tus. Mon fils a repris la conversation sur un autre ton. Trop vite. Trop fort. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. Mais j'ai senti ce pincement familier. Celui d'être devenu un problème à gérer. Les humiliations prenaient parfois la forme de gestes. Et on déplaçait mes affaires. On rangeait mieux. On décidait sans me prévenir. Puis on me disait, c'est pour t'aider. Aider. Ce mot peut être une main tendue. Il peut aussi être une manière élégante de vous retirer votre place. Un après-midi, ma belle-fille a pris une enveloppe sur la table. Je vais mettre ça avec le reste, tu risquerais de l'égarer. Je l'ai regardé faire. Lentement. Comme si ce geste était naturel. Comme si mes mains n'étaient plus fiables. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Pas de la colère. Une honte sourde. Celle qu'on ressent quand on vous enlève une compétence sans vous demander votre avis. Je n'ai rien dit. Pas par faiblesse. Par lucidité. Je voulais comprendre. Jusqu'où cela irait. Je voulais observer sans me dévoiler. Car je savais désormais que chaque réaction serait analysée, interprétée, notée. Mon fils, lui, oscillait. Parfois protecteur, parfois complice, silencieux. Il ne me regardait plus comme avant. Il me regardait en biais, comme on observe quelqu'un dont on se demande cesse. Il tiendra encore longtemps. Je me suis alors souvenu de toutes ces fois où je avais choisi le silence pour préserver la paix familiale. Je comprenais enfin le prix de cette stratégie. À force de ne pas poser de limites, j'avais laissé croire qu'il n'y en avait pas. Les humiliations n'étaient jamais spectaculaires. Elles étaient suffisamment petites pour être niées. Tu exagères, tu prends tout mal. On veut juste bien faire. Ces phrases-là sont redoutables. Elles vous isolent dans votre propre perception. Elles vous donnent l'impression d'être la seule à voir le problème. Et pendant ce temps, le terrain se prépare. Je me suis sentie rétrécir, non pas physiquement, mais symboliquement, comme si mon espace se réduisait jour après jour. Mes décisions, mes objets, mes papiers. Tout devenait négociable, discutable, réorganisable. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose résistait, une lucidité calme. Je savais que ce que je vivais n'était pas une maladresse. C'était une stratégie douce, progressive, presque invisible. Celle qui consiste à enlever à quelqu'un sa légitimité avant même de la lui contester ouvertement. Je notais mentalement chaque détail. Les dates, les phrases, les témoins présents. Non pas par rancune, par précision. Parce que je savais que le jour viendrait où l'on me demanderait « Pourquoi maintenant ?» Et ce jour-là, je ne voulais pas parler d'un ressenti vague. Je voulais parler de faits. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit une phrase simple. Ne pas confondre patience et consentement. C'était la première fois que je la formulais clairement. Les humiliations continuaient, mais elles avaient cessé de m'aveugler. Je comprenais désormais leur rôle. Elles n'étaient pas une fin, elles étaient une préparation. Et moi aussi, je commençais à me préparer. Il y a toujours un moment précis, un instant où l'on comprend que ce qui se passe n'est plus une série de maladresses, mais un acte, un geste clair, irréversible, qui oblige à choisir. Pour moi, ce moment est arrivé un matin banal, sans tension apparente. La maison était calme, trop calme. J'ai senti cette inquiétude diffuse avant même d'aller en comprendre la raison. Ma belle-fille était assise à la table de la cuisine, un téléphone à la main. Elle parlait à voix basse. Quand elle m'a vue, elle s'est interrompue trop vite. Puis elle a souri. Ce sourire-là, je l'avais appris à reconnaître, poli, fermé, déjà défensif. J'ai pris rendez-vous, a hâté, a-elle dit. Pour toi. Ces deux mots ont résonné longtemps en moi. Pour toi.
Comme si ma vie pouvait être organisée sans que je sois consultée. Comme si l'on avait franchi, sans me demander mon avis, la frontière invisible entre l'aide et la dépossession. Je lui ai demandé calmement de quoi il s'agissait. Elle a hésité une seconde. Puis elle a répondu, sur le ton de l'évidence, pour faire un point. Avec quelqu'un. Sur ta situation. Ma situation. Je n'ai pas insisté immédiatement. J'ai observé, j'ai attendu, parce que je sentais que la vérité allait finir par se dévoiler d'elle à même. Ce n'est que plus tard, dans l'après-midi, que mon fils est venu me voir. Il s'est assis en face de moi. Il avait ce regard sérieux qu'il prenait quand il voulait paraître raisonnable. On se fait un peu de soucis. Tata, a y commencé. Ce n'est rien de grave. Juste une démarche. Une démarche. Sans moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils avaient appelé. Ils avaient parlé. Ils avaient décrit. Ma fatigue supposée. Mes oublis exagérés. Mes papiers trop nombreux. Et surtout, ils l'avaient fait sans que je sois présente pour répondre. Ce n'était plus de la curiosité. Ce n'était plus de l'inquiétude. C'était une tentative de cadrage officiel. Ça, je me suis sentie envahie par une sensation très particulière. Une lucidité glacée. Pas de panique, pas de colère. Juste cette certitude nette que quelque chose venait d'être fait contre moi, même si l'on prétendait agir pour mon bien. J'ai demandé à voir exactement ce qui avait été décidé. Ils ont échangé un regard. Ce regard-là, je ne l'oublierai jamais. Il disait, on ne s'attendait pas à ce qu'elle demande. Ma belle fille a répondu, on pensait que tu serais soulagée, qu'on s'en occupe. Soulagée. Comme si ma résistance était une anomalie. Je me suis levée, lentement. J'ai ouvert le tiroir. J'ai pris la chemise cartonnée. Là, celle qu'elle avait fouillée. Celle qu'elle croyait compromettante. Je l'ai posée devant eux, sans un mot. Le silence est tombé. Ils ont compris, à cet instant précis, que je n'étais pas aussi passive qu'ils l'avaient imaginé. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Ce qu'ils avaient engagé ne pouvait plus être effacé par de simples paroles rassurantes. La goutte d'eau, ce n'était pas le rendez-vous. C'était l'idée qu'ils pouvaient parler à ma place. Je leur ai dit calmement, « Vous avez franchi une limite. Et désormais, je vais m'occuper de ce qui me concerne. » Ma voix ne tremblait pas. C'était peut-être ce qui les a le plus déstabilisés. Ils attendaient des larmes, de la confusion, de la peur. Ils ont trouvé une détermination tranquille. Ce soir, seule dans ma chambre, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre. Que rester silencieuse plus longtemps aurait été interprété comme un accord. Là que ma patience avait nourri leur audace, je n'étais pas en colère. J'étais décidée. Ce dossier qu'elle avait ouvert sans autorisation n'allait plus rester une simple précaution. Il allait devenir un point d'appui, une preuve. Une limite claire. La goutte d'eau n'avait pas fait déborder la colère. Elle avait déclenché l'action. Et dans ce silence retrouvé, j'ai su que le temps de l'observation était terminé. Désormais, chaque geste serait calculé, chaque décision assumée. Et plus personne ne parlerait à ma place. Cette nuit, je n'ai presque pas dormi. Non pas à cause de la peur, mais à cause de la clarté. Il y a des nuits où l'esprit refuse le repos parce que, il a enfin compris. Les images revenaient, non plus comme des blessures, mais comme des preuves. Je revoyais la chemise cartonnée entre ses mains, le sourire poli, le on s'en occupe. Tout prenait une cohérence nouvelle. Ce que j'avais longtemps interprété comme de la maladresse était, en réalité, une suite de décisions prises sans moi. Et cette prise de conscience, aussi calme fut à elle, avait un goût amer. Je me suis assise au bord du lit, carnet ouvert. J'ai écrit sans chercher de belles phrases. Des faits, des dates, des mots exacts, parce que l'introspection n'est pas toujours un voyage intérieur flou. Parfois, c'est un inventaire précis. Et cet inventaire m'a fait du bien. Je me suis demandé pourquoi j'avais laissé faire si longtemps. La réponse ne m'a pas flattée, mais elle était honnête. Par amour et par fatigue. L'amour pousse parfois à se taire pour préserver. La fatigue pousse à accepter pour éviter les conflits. Ensemble, ils créent un terrain idéal pour l'effacement. J'ai aussi interrogé cette idée qu'il semblait avoir de moi. Une femme vieillissante, dépassée,
entourée de papiers trop compliqués. Je me suis demandé d'où elle venait. De moi, sans doute, en partie. De mes silences répétés. De ma volonté de ne pas déranger. À force de vouloir rester à ma place, j'avais laissé croire que cette place pouvait être redéfinie par d'autres. Cette nuit-là, j'ai cessé d'espérer qu'on me rende justice spontanément. J'ai compris que la justice ne vient pas toujours d'un changement de regard, mais d'un cadre. Et ce cadre, personne ne l'installerait à ma place. Au petit matin, j'ai relu les documents de la chemise. Lentement. Sans émotion. Ils étaient clairs. Conformes. Datés. Rien d'illégal. Rien d'ambigu. J'ai ressenti une gratitude profonde envers la femme que j'avais été, celle qui avait anticipé sans bruit, sans soupçonner à quel point cette anticipation deviendrait nécessaire. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'y ai pas vu une victime. J'y ai vu une femme qui avait compris trop tard, mais pas trop tard pour agir. Cette nuance était essentielle. Il n'y avait plus de place pour l'attente, seulement pour la méthode. Je me suis promis une chose, ne plus jamais confondre calme et résignation. Mais toi, je me suis levée, lentement. J'ai ouvert le tiroir. J'ai pris la chemise cartonnée, celle qu'elle avait fouillée, celle qu'elle croyait compromettante. Je l'ai posée devant eux, sans un mot. Le silence est tombé. Ils ont compris, à cet instant précis, que je n'étais pas aussi passive qu'ils l'avaient imaginé. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Ce qu'ils avaient engagé ne pouvait plus être effacé par de simples paroles rassurantes. La goutte d'eau, ce n'était pas le rendez-vous. C'était l'idée qu'ils pouvaient parler à ma place. Je leur ai dit calmement, « Vous avez franchi une limite. Et désormais, je vais m'occuper de ce qui me concerne. » Ma voix ne tremblait pas. C'était peut-être ce qui les a le plus déstabilisés. Ils attendaient des larmes, de la confusion, de la peur. Ils ont trouvé une détermination tranquille. Ce soir, seule dans ma chambre, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre. Que rester silencieuse plus longtemps aurait été interprété comme un accord. Là que ma patience avait nourri leur audace. Je n'étais pas en colère. J'étais décidée. Ce dossier qu'elle avait ouvert sans autorisation n'allait plus rester une simple précaution. Il allait devenir un point d'appui, une preuve. Une limite claire. La goutte d'eau n'avait pas fait déborder la colère. Elle avait déclenché l'action. Et dans ce silence retrouvé, j'ai su que le temps de l'observation était terminé. Désormais, chaque geste serait calculé, chaque décision assumée. Et plus personne ne parlerait à ma place. Cette nuit, je n'ai presque pas dormi. Non pas à cause de la peur, mais à cause de la clarté. Il y a des nuits où l'esprit refuse le repos parce que, il a enfin compris. Les images revenaient, non plus comme des blessures, mais comme des preuves. Je revoyais la chemise cartonnée entre ses mains, le sourire poli, le on s'en occupe. Tout prenait une cohérence nouvelle. Ce que j'avais longtemps interprété comme de la maladresse était, en réalité, une suite de décisions prises sans moi. Et cette prise de conscience, aussi calme fut-elle, avait un goût amer. Je me suis assise au bord du lit, carnet ouvert. J'ai écrit sans chercher de belles phrases. Des faits, des dates, des mots exacts, parce que l'introspection n'est pas toujours un voyage intérieur flou. Parfois, c'est un inventaire précis. Et cet inventaire m'a fait du bien. Je me suis demandé pourquoi j'avais laissé faire si longtemps. La réponse ne m'a pas flattée, mais elle était honnête. Par amour et par fatigue. L'amour pousse parfois à se taire pour préserver. La fatigue pousse à accepter pour éviter les conflits. Ensemble, ils créent un terrain idéal pour l'effacement. J'ai aussi interrogé cette idée qu'il semblait avoir de moi. Une femme vieillissante, dépassée, entourée de papiers trop compliqués. Je me suis demandé d'où elle venait. De moi, sans doute, en partie. De mes silences répétés. De ma volonté de ne pas déranger. À force de vouloir rester à ma place, j'avais laissé croire que cette place pouvait être redéfinie par d'autres. Cette nuit, j'ai cessé d'espérer qu'on me rende justice spontanément. J'ai compris que la justice ne vient pas toujours d'un changement de regard, mais d'un cadre. Et ce cadre, personne ne l'installerait à ma place. Au petit matin, j'ai relu les documents de la chemise. Lentement. Sans émotion. Ils étaient clairs.
conforme, daté. Rien d'illégal, rien d'ambigu. J'ai ressenti une gratitude profonde envers la femme que j'avais été, celle qui avait anticipé sans bruit, sans soupçonner à quel point cette anticipation deviendrait nécessaire. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'y ai pas vu une victime. J'y ai vu une femme qui avait compris trop tard, mais pas trop tard pour agir. Cette nuance était essentielle. Il n'y avait plus de place pour l'attente, seulement pour la méthode. Je me suis promis une chose, ne plus jamais confondre calme et résignation. Mais toi, à la maison, je continuais à être aimable, présente, disponible. Je répondais aux questions pratiques. Je souriais. Cette normalité les rassurait. Ils pensaient que l'épisode du dossier était clos. Ils ne savaient pas que, dans le calme, je construisais une protection qui ne dépendrait plus de leur humeur. J'ai aussi pris le temps d'écrire, non pas pour accuser, mais pour consigner. Les dates, les propos exacts, les décisions prises sans moi. Je ne cherchais pas des arguments. Je constituais une mémoire précise. La mémoire est un outil puissant quand on refuse d'être réduite à une impression floue. Mais il m'est arrivé de douter, brièvement. Pas de mon choix, mais de ma capacité à rester silencieuse jusqu'au bout. J'ai compris alors que le silence n'est pas une absence de parole. C'est une gestion du temps. Parler trop tôt aurait tout fragilisé. Attendre, au contraire, renforçait chaque acte posé. Un soir, ma belle-fille a fait une remarque anodine. Tu es très calme en ce moment. J'ai répondu simplement, je me sens organisée. Ce mot, organisé, était vrai. Et il ne disait rien de plus. La préparation a pris plusieurs semaines. Rien n'était précipité. Je vérifiais 2 fois. Je demandais des confirmations écrites. Je refusais les raccourcis. Cette rigueur n'était pas une méfiance maladive. C'était une façon de me respecter. À mesure que les pièces s'assemblaient, je ressentais une solidité nouvelle. Pas une dureté, une stabilité. Je savais que, le moment venu, je n'aurais pas besoin d'élever la voix. Les documents parleraient, les dates parleraient, les signatures parleraient. Je n'étais plus dans la réaction. J'étais dans la préparation. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose essentielle. La meilleure protection n'est pas celle qui s'affiche, mais celle qui résiste au temps, celle qui ne dépend ni de l'affection, ni de la reconnaissance, ni de la bonne volonté des autres. Quand j'ai rangé la chemise cartonnée, je l'ai fait avec un calme particulier. Elle n'était plus un secret, elle était devenue un socle. Et sur ce socle, je pouvais désormais attendre le moment juste, sans crainte, sans hâte. La suite ne serait pas un affrontement, ce serait une constatation. Et j'étais prête. Le moment n'a pas été annoncé. Il est arrivé sans fracas, comme arrivent les vérités solides, quand plus personne ne peut les détourner. C'est mon fils qui a proposé le rendez-vous. Une phrase courte, presque administrative. On devrait faire un point, tous ensemble. Tous ensemble. Je n'ai pas demandé où. Je savais déjà. Quand on veut faire un point, c'est rarement pour écouter. C'est pour cadrer, clarifier, conclure. J'ai accepté d'un signe de tête. Mon calme a dû les rassurer. Ils ont cru que je me rendais enfin à l'évidence. Le jour venu, nous nous sommes retrouvés dans une salle claire, trop claire. Les chaises étaient alignées, la table, nette. Tout respirait l'ordre et la neutralité. Ma belle-fille s'est installée comme quelqu'un qui maîtrise déjà le dossier. Elle avait apporté des notes. Elle avait préparé son discours. Elle a commencé. Avec des mots prudents, inquiétude, organisation, anticipation. Elle a parlé de mes papiers, de ma fatigue supposée, de la nécessité de simplifier. Elle a insisté sur le fait qu'elle voulait éviter les erreurs. Chaque phrase était lisse, bienveillante en apparence, mais orientée. Chouella. Je l'écoutais sans bouger. Je notais intérieurement les approximations, les glissements, les interprétations. Je savais que ces mots-là allaient se heurter à quelque chose de plus fort. Quand elle a terminé, le silence a duré quelques secondes. Puis, on s'est tourné vers moi. « Madame, souhaitez-vous réagir ?» J'ai ouvert mon sac. Lentement. J'ai sorti la chemise cartonnée. Celle qu'elle avait fouillée. Celle qu'elle croyait dangereuse pour moi. Je l'ai posée sur la table, sans la regarder. Ce geste simple a suffi à modifier l'atmosphère. Je n'ai pas parlé longtemps.
Je n'en avais pas besoin. Mais j'ai présenté les documents, les dates, les signatures, les décisions prises il y a des années, dans la continuité, sans rupture, sans confusion. J'ai expliqué, calmement, que rien n'avait été improvisé, mais que chaque choix avait été réfléchi. Que ma vie ne s'était pas arrêtée le jour où j'avais commencé à vieillir. On a pris le temps de lire, de vérifier, de comparer. Le temps jouait enfin en ma faveur. Ma belle-fille a pâli. Elle a tenté d'intervenir, de préciser, de reformuler. Mais ses mots glissaient désormais sur une réalité écrite. Elle avait bâti un récit. Je présentais une chronologie. Mon fils, lui, est resté silencieux. Ce silence à là n'était plus une fuite. C'était une prise de conscience. Il découvrait que ce qu'on lui avait décrit comme un désordre était, en réalité, une organisation qui lui échappait. La phrase est tombée, nette, sans emphase. Il n'y a aucun élément permettant de remettre en cause la capacité de madame à gérer ses affaires. Je n'ai rien ressenti de spectaculaire. Pas de triomphe, pas de soulagement excessif. Juste une stabilité intérieure. Comme si quelque chose, enfin, se remettait à sa place. Le piège ne s'était pas refermé par ruse. Il s'était refermé par cohérence. En sortant, ma belle-fille a marché quelques pas devant nous, raide, pressée. Elle n'a rien dit. Mon fils m'a rejoint près de la porte. « Pourquoi tu ne nous as rien dit avant ?» il murmurait. Je l'ai regardé longtemps. Parce que je savais que parler n'aurait pas suffi. Il a hoché la tête, lentement. Il comprenait. Trop tard peut-être, mais il comprenait. À partir de ce jour à là, les regards ont changé. Les phrases aussi. On ne me demandait plus si j'étais sûre. On me demandait ce que je voulais. La nuance est immense. Je n'ai pas utilisé cette victoire pour reprendre le dessus. Je n'ai rien exigé. Je me suis contentée d'exister à nouveau dans l'espace qui m'était dû. Cette simplicité-là désarmait plus sûrement que n'importe quelle revanche. La chemise cartonnée est retournée dans mon sac. Elle avait rempli sa fonction. Elle n'était plus une menace. Elle était devenue une évidence. Je savais que les conséquences ne s'arrêteraient pas là. Qu'il y aurait des silences, des ajustements, peut-être des rancœurs. Mais l'essentiel était acquis. On ne parlerait plus à ma place. Le piège s'était refermé sans cri, sans humiliation retournée, simplement parce que je avais cessé de me défendre avec des émotions et choisi de me protéger avec des faits. Et dans ce calme retrouvé, j'ai compris une chose essentielle. Quand on vous croit fragile, la meilleure réponse n'est pas de prouver votre force, mais de laisser la réalité vous défendre. Après ce rendez-vous, rien n'a éclaté bruyamment. Et pourtant, tout s'est déplacé. La maison est devenue un espace étrange, comme si chaque pièce conservait l'écho de ce qui avait été dit sans être prononcé. Les conversations se sont raccourcies, les gestes ralentis. On ne me surveillait plus, mais on ne savait pas encore comment me regarder autrement. Ma belle-fille a changé la première. Elle parlait moins. Elle évitait mon regard. Son assurance, si visible auparavant, s'était fissurée. Elle ne donnait plus d'instructions déguisées. Elle ne rangeait plus pour moi. Ce retrait n'était pas un respect soudain. C'était une perte de repère. Elle venait de découvrir que le terrain qu'elle croyait maîtriser ne lui appartenait pas. Mon fils, lui, oscillait. Tantôt trop présent, tantôt absent. Il cherchait à réparer sans savoir quoi. Il parlait de fatigue, de malentendus, d'inquiétudes mal exprimées. Je l'écoutais sans l'interrompre. Mais je ne réécrivais rien. Parce que ce qui s'était produit n'était pas une simple erreur de communication. C'était une tentative d'organisation de ma vie sans moi. Les proches ont commencé à appeler, des voix prudentes. On a appris qu'il y avait eu un rendez-vous. Je répondais peu. Je ne donnais pas de détails. La vérité n'avait pas besoin d'être racontée. Elle s'était déjà imposée là où il fallait. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle les attitudes ont changé. Ceux qui me parlaient comme à une femme fragile se sont mis à me parler normalement, sans précautions inutiles, sans fausse lenteur, comme si une reconnaissance officielle avait soudain rétabli une évidence que on avait volontairement oubliée. Mais ce rééquilibrage n'a pas été sans conséquence. Les tensions se sont déplacées. Elles ne me visaient plus directement. Elles circulaient autour de moi, entre mon fils et sa compagne,
entre leurs certitudes respectives. La vérité a ce pouvoir particulier. Elle oblige chacun à se repositionner. Et tous ne supportent pas ce déplacement. Un soir, mon fils m'a dit « Je ne pensais pas que tu avais tout organisé depuis si longtemps. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit simplement « Je n'ai jamais organisé contre vous. J'ai organisé pour moi. » Il a baissé les yeux. Ce geste à l'âme m'a plus ému que je ne l'aurais cru. Il contenait une reconnaissance tardive, imparfaite, mais réelle. Je savais cependant qu'elle ne parlait pas tout. Elle arrivait après la rupture. Dit, la famille s'est recomposée sans cri. Certains se sont éloignés, incapables d'accepter que leur vision de moi était erronée. D'autres se sont rapprochés timidement, comme s'ils redécouvraient une femme qu'ils avaient cessé de considérer pleinement. Je n'ai reproché à personne ces silences passés. J'avais cessé de mesurer ma valeur à l'approbation des autres. Ce que j'ai surtout ressenti, c'est une liberté nouvelle. Je n'étais plus tenue d'expliquer mes choix. Je pouvais dire non, sans me justifier. Je pouvais décider, sans provoquer de discussions interminables. Cette autonomie retrouvée dérangeait parfois, mais elle était devenue non négociable. Ma belle fille a tenté, un jour, une phrase prudente. On voulait juste éviter les problèmes. Je les regardais calmement. Les problèmes commencent quand on décide à la place de quelqu'un. Elle n'a pas répondu. Et pour la première fois, ce silence à là n'était pas une stratégie. C'était une prise de conscience. L'éclatement familial n'a pas été spectaculaire. Il a été feutré, presque discret. Mais il a marqué la fin d'une illusion, celle selon laquelle l'amour suffit à garantir le respect. J'ai compris que certains liens ne survivent pas à la vérité, et que d'autres ne peuvent exister qu'à partir d'elle. Je me suis retiré peu à peu des discussions inutiles, des tentatives de justification, des récits réarrangés. Je choisissais mes présences, mes absences, mes silences. Pour la première fois, ces choix m'appartenaient pleinement. Je n'étais plus une femme à surveiller. Je n'étais plus un dossier à gérer. J'étais redevenu un sujet, dans un espace redéfini, fora, plus étroit peut-être, mais infiniment plus juste. Et dans cet éclatement sans fracas, j'ai compris que la vérité ne rassemble pas toujours. Mais elle libère, et parfois, cette liberté vaut plus que toutes les réconciliations forcées. Après l'éclatement discret, je n'ai pas cherché à réparer ce qui s'était fissuré. J'ai compris que certaines cassures ne demandent pas des explications supplémentaires, mais du recul. Alors, j'ai pris ce recul. Sans annonce, sans justification. Simplement en cessant d'occuper les espaces où je ne étais plus respectée. La maison est devenue plus silencieuse. Pas froide. Silencieuse. Ce silence n'était plus celui de la surveillance, mais celui de la distance juste. Je me levais tôt, avant que les conversations ne commencent. Le matin avait une douceur particulière, comme si le temps m'appartenait à nouveau. Je préparais mon café lentement, savourant chaque geste redevenu libre. Je n'avais plus à prouver que je savais, plus à rassurer, plus à expliquer. Cette liberté nouvelle était presque déroutante. Pendant des années, j'avais vécu en anticipant les attentes des autres, en adaptant mes gestes pour ne pas inquiéter, ne pas déranger, ne pas susciter de soupçons. Désormais, je faisais les choses pour moi. J'ai repris l'habitude de marcher. Longtemps, sans but précis. Marcher me permettait de retrouver mon corps, mon rythme, ma respiration. Les passants ne savaient rien de mon histoire. Ils ne me regardaient pas comme une femme fragile, ni comme une mère à gérer. Mais ils me regardaient à peine. Et cette invisibilité choisie me faisait du bien. J'ai aussi recommencé à écrire. Non pas pour me défendre, mais pour me souvenir. J'écrivais ce que j'avais compris, ce que j'avais laissé passer, ce que je refusais désormais. Ces pages n'étaient pas des règlements de compte. Elles étaient une reconstruction intérieure. Je retrouvais une voix que j'avais trop longtemps modulée. Avec mon fils, la relation a changé de nature. Elle est devenue plus réservée, mais aussi plus honnête. Il ne me parlait plus comme à une personne à protéger. Il me demandait mon avis, parfois avec prudence, parfois avec maladresse. Je répondais quand j'en avais envie, pas par obligation. Et cette inversion silencieuse disait tout. Ma belle fille, elle, s'est faite plus distante. Polie, mesurée. Elle ne cherchait plus à intervenir.
Ce retrait n'était pas une victoire personnelle. C'était la conséquence logique de la limite posée. Quand on ne peut plus contrôler, on recule. Certains jours, la mélancolie revenait. Une tristesse douce, sans colère. Je pensais à la femme que j'avais été, à celle que j'avais cru devoir devenir pour rester aimée. Je comprenais enfin que l'amour qui exige l'effacement n'est pas un refuge, mais une contrainte. Mais cette mélancolie ne m'emportait plus. Elle passait. Parce que j'avais retrouvé quelque chose d'essentiel, la confiance en ma propre perception. Je savais désormais que ce que j'avais ressenti n'était ni exagéré, ni imaginaire. C'était réel et reconnu. J'ai commencé à faire des projets simples. Réaménager un coin de la maison. Prévoir un séjour court, seul. Rien de spectaculaire. Ces projets n'étaient pas là pour prouver ma vitalité, mais pour l'exercer librement. Je n'avais plus besoin de demander si c'était raisonnable. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce calme intérieur. Je ne surveillais plus mes paroles. Moi, je ne m'excusais plus d'exister. Je pouvais dire non sans m'expliquer longuement. Cette simplicité nouvelle était le fruit d'un long combat silencieux, mené sans cri, sans témoin, mais avec une rigueur constante. Un après-midi, assise près de la fenêtre, j'ai regardé la lumière changer lentement. J'ai pensé à toutes ces femmes dont on fouille les papiers, les agendas, les souvenirs, au nom de la protection. J'ai ressenti une solidarité profonde avec elles, une envie de leur dire « Préparez à vous avant qu'on ne vous y oblige ». Je ne ressentais plus le besoin de convaincre. Je savais que ceux qui avaient compris comprendraient sans explication, et que les autres n'avaient jamais vraiment voulu entendre. Cette nouvelle vie n'était pas parfaite. Elle était parfois solitaire, mais elle était juste, et cette justesse-là m'apportait une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Je n'étais plus une femme à surveiller. Je n'étais plus un dossier à ouvrir en cachette. J'étais une femme debout, avançant à son rythme, sans demander la permission d'exister. Avec le temps, je comprends que cette histoire n'était pas seulement la mienne. Elle parlait de toutes ces femmes à qui l'on confisque doucement la parole, les décisions, parfois même les souvenirs. Sous prétexte de bienveillance, on ne les brusque pas, on ne les accuse pas frontalement. On les observe, on les corrige, on les aide. Et, sans s'en rendre compte, on finit par les réduire à un dossier. Je n'ai pas cherché la confrontation. Je n'ai pas voulu laver un honneur blessé devant témoins. Ce que je voulais, c'était retrouver une ligne claire entre ce qui m'appartient et ce que l'on n'a pas le droit de m'enlever. La loi m'a offert ce cadre, mais la véritable reconstruction s'est faite ailleurs, plus lentement, plus profondément. J'ai appris que l'intimité n'est pas un luxe, mais une frontière. Que les papiers que l'on classe, les décisions que l'on prend, les choix que l'on anticipe sont autant de gestes d'amour envers soi-même. Les ouvrir sans autorisation, c'est croire que l'on sait mieux que l'autre ce qui est bon pour lui. Et cette croyance-là est dangereuse, parce qu'elle se part de bonnes intentions. Ma belle fille n'a jamais admis avoir dépassé une limite. Elle a parlé d'inquiétude, d'organisation, de prudence. Je n'ai pas insisté. J'ai compris que certaines reconnaissances n'arrivent jamais, et que les attendre revient à prolonger l'emprise. La réparation ne vient pas toujours d'excuses. Elle vient parfois de la mise à distance, claire et durable. Avec mon fils, le lien existe encore. Différent. Plus fragile peut-être, mais plus vrai. Il sait désormais que je ne suis pas un espace à gérer, ni une somme d'oubli à compenser. Il sait que mes silences peuvent être des choix, et non des faiblesses. Nous avançons sans promesses grandiloquentes, à petits pas. Et cela me suffit. Je ne raconte pas cette histoire pour donner des leçons. Je la raconte pour dire qu'il existe un moment, souvent discret, où il faut choisir. Continuez à espérer que l'on vous respecte spontanément ou décider de vous protéger sans bruit. Ce choix-là ne fait pas de vous quelqu'un de dur. Il fait de vous quelqu'un de juste envers soi-même. Vieillir ne signifie pas disparaître. Prévoir ne signifie pas se méfier. Se taire ne signifie pas consentir. Si je devais transmettre une seule chose, ce serait une vigilance douce, mais ferme. Gardez vos papiers en ordre. Gardez vos décisions claires. Non pas contre ceux que vous aimez, mais pour ne jamais avoir à mendier le droit d'exister pleinement. La clarté est une alliée fidèle. Elle ne trahit pas. Elle n'oublie pas. Elle ne s'émousse pas avec le temps. Aujourd'hui,
ma vie est plus simple. Je choisis mes présences. Je choisis mes absences. Je choisis ce que je dis et ce que je garde pour moi. Je ne confonds plus la paix avec l'effacement. J'ai appris que l'on peut être calme sans être vulnérable et silencieuse sans être soumise. Il m'arrive encore de penser à cette chemise cartonnée, posée un jour sur la table, ouverte sans autorisation. Elle a été le déclencheur, non pas d'une colère, mais d'un réveil. Elle m'a rappelé que la dignité tient parfois à peu de basses choses. Une date, une signature, une décision assumée à temps. Je ne cherche plus à convaincre. Ceux qui comprennent n'ont pas besoin d'explications. Ceux qui refusent n'écouteraient pas. Je marche désormais à mon rythme, avec cette certitude tranquille que personne n'a le droit de vivre à ma place. Et si je devais laisser une dernière phrase à celles et ceux qui hésitent encore à agir sans fracas, à préparer, sans s'exposer, à poser des limites sans crier, ce serait celle-ci, simple, calme, irrévocable. Le silence peut aussi être une forme de justice.